Les États-Unis étaient l'enfant de l'Europe. Leur sinologie n'en est pas une exception. Depuis septembre 1945 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Chine a pris une place de plus en plus importante dans le monde. La sinologie, autrefois considérée en Occident comme une branche d'études insignifiante et éloignée de la vie réelle, s'est transformée en études sur la Chine. Cela inclut les études de la politique, l'économie et le développement social de la Chine moderne. La sinologie est remplacée par les études sur la Chine à l'initiative des États-Unis. La sinologie américaine, en lieu et place de l'Europe, devient le courant principal d'études sur la Chine à l'étranger. Le 18 janvier 2013, pour le 21e anniversaire de la tournée dans le sud de Deng Xiaoping, un livre intitulé « Le temps de Deng Xiaoping » a été un véritable succès en librairie. 500 000 exemplaires ont été vendus, mais peu de lecteurs connaissent son auteur venant des États-Unis. Ce livre en anglais, renommé « L'essentiel pour comprendre la Chine moderne », a suscité une grande attention à sa sortie aux États-Unis. Les dirigeants 都想把那个中国的生活，那个老百姓的生活搞好，富起来了，都是需要把那个中国强起来了。我认为啊，那是那个中国的100多年的那个领导人的那个梦，但是实现这个那个梦啊，就是邓小平。所以我想啊，让那个美国人多了解中国。我觉得那个基本的看法就是邓小平时代，所以我花了那个10年的功夫啊，来多了解那个邓小平啊。Ever since 1840, for more than 100 years, and after being brought to its knees at gunpoint by the West, China was awakening, suddenly realizing that. Aujourd'hui, les États-Unis, à la place de l'Europe, deviennent le centre d'études sur la Chine dans le monde. Or, le début de l'ambition américaine fut marqué par de nombreux obstacles. Le 12 mars 1952, par un matin ensoleillé, chambre 424 du Capitole à Washington, un réquisitoire spécial est en cours. Le prévenu est un homme d'âge moyen, grand, maigre, mais élégant. Des sénateurs ont une dizaine d'accusations contre lui. Ils prétendent que les États-Unis ont perdu le contrôle de la Chine en raison de la montée du communisme. Leur preuve, 100 $ et un colis douteux. En fait, l'argent est la rémunération d'un article écrit par un professeur chinois. Le colis n'est qu'un simple contrat. Cet homme est John Fairbank, le plus grand spécialiste de la Chine au monde dans les années 1950. On le connaît aussi sous le nom de père des études sur la Chine aux États-Unis. Did in fact provide $2 billion in military and economic assistance to the Kuomintang from 1945 to 1949. And now he had failed, the Chinese communists had come to power, and so this laid groundwork for Senator Joseph McCarthy to accuse governmental employees of subterfuge, of deceit,
of selling out our Chinese allies to the communists. He begins making his accusations against the State Department in February of 1950. The cry from the right wing in America went out in, who lost China, you know, and so people like Fairbank were accused of being security risks, of not being loyal to the United States, simply because they were trying to, if you tried to understand communism and the communist movement, you were being disloyal to the United States. Today, the most dangerous enemy agent is not so much concerned with the secret information about weapons as he is with infiltrating the necessary... Des années après, McCarthy quitte le pouvoir. Mais le macartisme continue. La Chine est un tabou pendant une longue période. Un groupe de grands spécialistes expérimentés de la Chine sont arrêtés. Jusqu'en mars 1966, des spécialistes des relations internationales, sous invitation du Comité américain des relations diplomatiques, participent aux séances d'audition sur les futures relations sino-américaines. 当时在美国在越战当中陷得很深，所以美国人想从越南脱身，他们认为中国对越南的影响应该是非常大的，所以呢，希望走中国这条路，通过北京，然后呢撤离河内。 C'est la première fois que John Fairbank pose le pied au Capitole en 12 ans. Une transformation importante de l'atmosphère politique s'impose aux États-Unis. Les études sur la Chine, que John Fairbank a étudiées pendant 40 ans, seront remises en valeur et joueront un rôle dans les politiques diplomatiques des États-Unis. Pour John Fairbank, la Chine a toujours été proche de lui. Début 1932, John Fairbank fait son doctorat à l'université d'Oxford. Quand il arrive pour la première fois à Beiping, connu aujourd'hui sous le nom de Beijing, tout lui est à la fois étranger et familier. Le vendeur de rue qui crie, le coiffeur attirant les clients et le pousse-pousse qui ne coûte qu'une pièce de monnaie. Tous les matins, John Fairbank, habillé à la chinoise, prend l'autobus de Chongwen à l'université de Tsinghua pour rendre visite au professeur Jiang Tingfu. Ensemble, ils étudient les archives documentées de la cité interdite sous la dynastie Qing pour écrire sa thèse de doctorat, l'origine de la douane chinoise. Il s'agit du premier ouvrage traitant de la société chinoise. La ligne de démarcation apparaît désormais entre une sinologie d'une histoire de 300 ans et les études sur la Chine initiées aux États-Unis. Si 如果有人现在说你是 Are you a sinologist？ 大家会觉得哎呀你好 old fashioned 的，好像这个读 sinology 就是我们刚才讲的，就是好像老夫子，然后呢拿一本书，然后就翻译，然后呢只讲这个四经五术，这个，然后呢这个 commentary 这样子的，phonology 这个音韵学这样子，但是 China Studies 就包括很广了。那我为什么说费正清研究开创了一个美国中国研究的新纪元呢？其中很重要的一个原因，就是他把传统的汉学研究同社会科学和人文学科的研究进一步的有机的结合起来了，所以纳入到一个新的范畴。这个新的范畴，也就是我们所说的叫 Regional Studies。 Ruelle Bezombu, numéro 3. Lors d'une soirée enneigée d'hiver, à la lumière d'une chandelle, il y a 80 ans, les couples Liang Tse-chang, Fairbank et leurs voisins Din Yuelin dînent et parlent autour du feu. Après le dîner, Liang Tse-chang prend l'initiative de proposer à Fairbank de lui donner un nom chinois. Fei, comme son nom Fairbank.
Zhang prend le sens ferme et honnête du confucianisme. Qing dénote l'impartialité dans le registre de l'histoire. Voilà l'origine du nom chinois de M. Fairbank. Le couple Fairbank se familiarise avec le couple Liang dès la première rencontre à Beiping. À travers nos conversations, je réalise l'importance de l'intégralité de la culture chinoise, c'est-à-dire de développer ce qui est utile et d'écarter ce qui ne l'est pas dans la culture traditionnelle chinoise, comme dans la culture étrangère. Fréquenter les gens qui nourrissent les mêmes idéaux que lui pendant 30 ans exerce une grande influence sur les études sur la Chine de Fairbank. En 1936, à son retour aux États-Unis, John Fairbank devient formellement le premier professeur d'histoire de la Chine à Harvard. Il est érudit, très doué en enseignement et a un fort sens de l'humour. Les principaux médias américains se focalisent sur l'actualité en Asie de l'Est, dans un contexte d'évolution politique au niveau international. La Chine fascine les Américains par tous ces éléments. Les études sur la Chine occupent ainsi une place importante dans les universités américaines. He was a missionary of a sort, not a missionary toward China or to conversion to Christianity, but a missionary within the United States that Americans should understand China better. And they should, in order to understand China today, you needed to understand China's history and the history of its interactions with the outside world. En 1946, John Fairbank a publié son livre « Les États-Unis et la Chine ». Il s'agit du seul qui relate globalement la politique, l'histoire, la culture et la société de la Chine. L'avis sur la relation entre l'humain et la nature diverge entre l'Occident et l'Orient. C'est l'une des différences marquées entre les deux civilisations. Il suffit de comparer une peinture de paysage de la dynastie Song à un dessin ancien de l'Italie pour comprendre le fossé profond des deux cultures. La première traduit un contraste de petits personnages et de hautes montagnes, alors que l'autre considère le paysage comme fond de la toile. Ce livre sur l'histoire chinoise et les relations sino-américaines devient incontournable chez les dirigeants des deux pays avant la fondation des relations diplomatiques. C'était que les États-Unis et la Chine se réconcilient, qu'elles reprennent des relations. Et pour ce jour qu'il a vu, heureusement, mais qu'il attendait avec impatience, il s'est battu pour que les États-Unis, une fois réconciliés avec la Chine, aient des gens qui connaissent la Chine, qui puissent écrire. Selon John Fairbank, si le macartisme peut sévir aux États-Unis, c'est parce que les Américains connaissent peu l'histoire et l'état actuel de la Chine. Il a dit « Il faut développer l'éducation de la sinologie pour lutter contre le macartisme. J'ai été publiquement accusé d'être l'auteur de la perte du contrôle de la Chine. Je me suis décidé à ce moment-là à prendre la responsabilité d'éduquer les Américains. » En 1955, John Fairbank a pu fonder le Centre d'études sur l'Asie de l'Est avec le soutien de l'Université Harvard et de la Fondation Ford. Les statistiques montrent que l'année même de la fondation du centre, il n'avait que 26 élèves en doctorat. En 1993, ce nombre a dépassé 10 000. Ces élèves travaillent dans des secteurs américains tels que les universités, le gouvernement, les médias et la société. 如果你是找全美国的，凡是搞中国方面的研究的话，大多数的人会有一种非中心号码。什么叫做非中心号码呢？是说你离非中心的关系有多么的远。那我举个例子哈，我自己呢，那我不是非中心的学生。
但是我的老师也不是费正清的学生，但是我老师的老师是费正清的学生，因为我老师的老师是雷文森。那雷文森是第一，韦菲德是第二，那就是说，我离费正清两个人，离的2个远。那我的费正清号码是2，那我的学生们都是3。Mark Elliott est pionnier de la nouvelle génération de spécialistes sur les études de la Chine à l'université Harvard. Il est directeur du Centre Fairbank d'études sur l'Asie de l'Est. Il n'a pas commencé ses études à Harvard, mais à Berkeley, à l'autre bout du continent américain. En 1960, un jeune Américain se trouvait dans l'embarras. Retourner à l'université Harvard qu'il fréquentait pour étudier la Chine auprès de Fairbank, ou suivre l'élève émérite de Fairbank, Levinson, pour faire un doctorat à Berkeley. Ayant pesé le pour et le contre, Wakeman a choisi le dernier. 费正清的这个研究明清啊，这个那套思路，他基本上因为他从哈佛出来嘛，他接触过，他已经有了解了。列文森呢，当初呢在西岸呢已经是一个学术界的一个非常崛起的那么一个重要的学者。他的研究呢更侧重历史的内在的机制和这个历史的这个思想史这部分。那么这个对我先生呢，就对 Fred 就更有召唤力。Fairbank a dit « Levinson est le talent au plus grand potentiel que j'ai vu depuis la Seconde Guerre mondiale. » En 1953, Levinson a délivré à la maison d'édition de l'université Harvard son manuscrit Liang Xichao et ses idées sur la Chine moderne. C'est le fruit de recherches auprès de son professeur Fairbank, mais aussi le premier livre à l'étranger à traiter des idées de Liang Xichao. Très vite, la sortie du volume 3, Une Chine de confucianisme et son destin moderne, a encore renforcé la place directrice de Levinson dans les études d'histoire des pensées de la Chine moderne. 但是当时呢，美国也还有反犹的这样一个思潮，所以费正清为了他后来找工作，花了差不多写了50封信，才给他找到工作。但是现在列文森已经变成美国汉学界的象征，任何一个人如果得到了列文森 Book Prize， 就是列文森图书奖，都是他从事汉学研究生涯的一个莫大的荣幸。Le 6 avril 1969, Levinson, pourtant un excellent nageur, est mort dans des torrents venant des montagnes pendant ses vacances. Il n'avait que 49 ans. I learned that Professor Levinson had died in Fred Wakeman's class. And Fred Wakeman came to class fully intending to teach. And within 10 minutes, he was in tears in the classroom and said, "I'm sorry to tell you, I thought I could teach this class today, but I can't because my own teacher has died." Une étoile filante a brillé dans le ciel. La mort de Levinson a attristé Frederick Wakeman, alors âgé de 32 ans. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est d'être tout de suite promu au titre de professeur et de prendre en charge l'enseignement de tous les étudiants de Levinson. Fin des années 1960, le monde est dans le chaos. En 1966, la révolution culturelle éclate en Chine. En 1968, le mouvement des étudiants français a gagné l'Europe. Les États-Unis n'étaient pas à l'abri. Immobilisés au Vietnam, ils étaient bouleversés par les manifestations anti-guerre et le mouvement des étudiants. Parfois, Wakeman devait apaiser ses étudiants. Influencé par la fluctuation mondiale, il réfléchissait à la raison cachée derrière.
En 1970, Wakeman a fini son livre « Histoire et volonté, les perspectives philosophiques des pensées de Mao Zedong », dans lequel il a essayé de répondre « De quelle pensée s'est nourrie une grande personne comme Mao ?» He loved some sort of flamboyant historical figures, people of courage, people who were a little bit wild, people who had something exciting to say. Both Joe Levinson and Fred Wakeman were out there all the time politically as well. And so both in the classroom and in their personal lives, what they were showing you was the complexity of the choices that must be made if you care about preserving history in the modern world. Hiver 1992, à l'hôtel Hilton. Wakeman venait d'être élu président de la Société américaine d'histoire. Il donna un discours spécial, Navigation vers le lointain. À l'âge de 6 ans, Frederick Wakeman a suivi son père avec toute sa famille pour prendre l'itinéraire de colons en mer. Leur destination était la Chine. Mais la panne de leur bateau leur a empêché de continuer leur voyage. Dans le discours d'un style original de Wakeman, l'histoire se mêlait à l'individu, la narration à la réflexion, la vue macroscopique à la vivacité des détails. 贯穿了起码是三条历史主线，一个是美国的大背景，美国作为一个帝国，它在亚太地区，美国本身的这个历史，简单的作为大背景，然后呢，他自己的家庭，他自己个人的成长史，从小时候跟着父亲远航，这个远航呢，他也指呢，这是他精神上的一次经历，从小到大，他精神上就 intellectually 和 culturally 他是怎么样成长。 Dans cette navigation, arrêtée à mi-chemin, Wakeman a entendu pour la première fois parler de rumeurs sur les clandestins chinois. Il a ainsi formé une idée que les Chinois étaient doux et soumis à la merci de toute exploitation, ce qui piqua sa curiosité envers la Chine. 60 ans après, en 2002, quand Frederick Wakeman, dans son fauteuil roulant, est pour la dernière fois sur le territoire chinois qu'il a navigué toute sa vie, son idée initiale sur ce territoire n'est plus ce qu'elle était. Les Chinois ne sont pas des esclaves, ni des sacrifices aux exploiteurs. Au contraire, ils ont chez eux une résistance et désobéissance beaucoup plus positives. Son livre, une grande œuvre, laisse entrevoir cette qualité des Chinois. Er hat immer versucht, die Geschichte lebendig zu machen für seine Leser. Ja, also nicht nur für andere Experten zu schreiben, sondern auch zu sehen, wie Menschen gelebt haben, wie sie gehofft haben, wie sie gefürchtet haben, gelitten haben, wie sie geliebt haben in der Vergangenheit. Und das sind alles sehr wichtige Aspekte der Vergangenheit, die natürlich in der Theorie der Geschichte ein bisschen wegfallen. On qualifie ce livre d'œuvre monumentale, visionnaire, ambitieuse et d'une grande capacité narrative. C'est un livre historique, présentant la vision du monde et un point de vue international. John Fairbanks a prodigué ses louanges à Wakeman dans New York Reviews of Books. Pour tous ceux qui s'intéressent à la Chine, à partir de maintenant, ce livre est la référence. Fin de l'automne 1998. Un accident médical rend Frederick Wakeman handicapé. Au lieu d'accuser son médecin, il se plonge tout de suite dans les études de Dai Li, surnommé roi d'espionnage dans le Kuomintang, et la gestion du centre d'études de l'Asie de l'Est. Alors que la vie dans le fauteuil roulant l'accable et l'essouffle, Liang He, traductrice originaire de Chine, est entrée dans sa vie. Attirée par le talent et la volonté invincible de Wakeman, elle a décidé de passer le reste de sa vie avec lui.
他就觉得一个人，我们生命个人是很微小的。啊，这个历史也是很无情、很像潮流一样一闪而过的。那么我们人不能为自己的生存，就是为生存而生存，没有意义。人要献身于一个大于自己的东西。所以他把这个这是他的定义，而且为他付出，他成为你的生命的一种导航仪。La vie n'a de sens qu'après le dépassement de soi. Il s'agit de l'essence de l'esprit du confucianisme. Liang He se rappelle qu'un jour, elle a demandé à Wakeman « Tu as consacré ta vie aux études sur l'histoire chinoise. Si tu avais une vie prochaine, quel métier ferais-tu » Après réflexion, Wakeman a répondu « Toujours l'histoire chinoise ». En 1986, le bruit court que John Fairbank a mal choisi le directeur du centre d'études. Car après la sortie en 1970 du livre « Révolte et ses ennemis de la fin de la Chine impériale », Philip Kuhn, directeur d'alors, n'a rien publié pendant une décennie. Confili 他叫孔富里，这个名字到了中国的话，他会觉得有点太古老，或者甚至觉得那时候中国你正批林批孔，或者正对中国的儒家没有好感。我弄这么个名字会不会叫人家觉得啊？因为过去也有很多像幕府里，有老的那个传教士。En 1984, Philip Kuhn revient à Beijing et habite un hôtel soviétique près de la cité interdite. Chaque matin, il va recueillir des documents à vélo à la cité interdite. L'empereur Qianlong était juste une partie de ses études, jusqu'à ce qu'il trouve par hasard des documents enregistrés datant de 1736 à 1796. Ils décrivent des dossiers de Diaorun, voleur d'âmes. C'est aussi la première fois qu'il a appris ce mot, Diaorun. En 1768, un affolement annonciateur s'épandait dans toute la société chinoise. Une sorcellerie appelée voleur d'âmes se développait dans le pays. On disait que les gens, comme les tailleurs de pierre, les taoïstes et moines, pouvaient faire de la sorcellerie afin de rendre la victime malade et même la tuer avant de voler son âme. Les mesures d'extermination de la dynastie Qing ont touché 200 millions de Chinois. Ces dossiers complets soulèvent une grande curiosité chez Philip Kuhn. 教魂大概是有点翻错了，英文叫 soul stealer。soul stealer 的意思是说偷魂，或者说中国黑巫术中那个摄人魂魄，把人的魂弄走。而教魂的意思正好有点像招魂，是把人家从这个死了以后过去说魂魄走了，他想叫这个人活下来嘛，他就把那个魂息归来。L'empereur, les officiers et les paysans ont leur propre vie et leurs propres soucis. Mais l'onde du choc causée par cette sorcellerie a produit le même effet négatif chez eux.